25 août 1944. En 3 semaines à peine, la 3e armée du général George S. Patton avait parcouru près de 650 kilomètres. Ses chars fonçaient au sud de Paris, coupant les voies de retraite allemandes. L'armée allemande, en Europe occidentale, était de fait anéantie. Entre les forces de Patton et la frontière allemande, il n'y avait plus rien. Les unités allemandes abandonnaient leur matériel et fuyaient vers l'est, en direction du Rhin. Le maréchal Günther von Kluges rapporta à Hitler que la Wehrmacht en France était finie. Puis un appel téléphonique venu de Paris stoppa tout. Ce n'était ni la résistance allemande, ni un problème de ravitaillement, mais une exigence politique émanant d'un général français qui ne commandait aucune troupe américaine et ne contrôlait aucun gallon de carburant américain. Charles de Gaulle s'apprêtait à offrir à l'Allemagne le temps dont elle avait désespérément besoin. 6 semaines plus tôt, les forces américaines étaient encore embourbées dans le bocage normand. Chaque champ était une forteresse, chaque haie une ligne de défense. L'avance vers Paris s'était enlisée dans des combats rapprochés d'une brutalité extrême. Le 25 juillet, l'opération Cobra pulvérisa les lignes allemandes à Saint-Lô. La 1re armée du général Omar Bradley perça enfin le front. Le 1er août, la 3e armée de Patton entra en action et exploita immédiatement la brèche. Les blindés de Patton avançaient si vite que les contrôleurs aériens avancés ne parvenaient plus à suivre la ligne de front. Les commandants de chars roulaient bien au-delà des cartes qu'on leur avait fournies. Les unités progressaient d'une 30aine de kilomètres par jour à travers des ouvertures que les Allemands étaient incapables de refermer. À la mi-août, les commandants allemands admettaient qu'ils n'avaient plus aucun moyen d'arrêter l'avance américaine. La question n'était plus de savoir si les Alliés atteindraient l'Allemagne, mais quand. Cette avance fulgurante créait cependant un cauchemar logistique. La 3e armée consommait environ 400 000 gallons de carburant par jour. Les lignes de ravitaillement s'étiraient sur plus de 600 kilomètres jusqu'aux plages de Normandie. Le Red Bull Express faisait rouler ses camions jour et nuit, 24 heures sur 24. Les chauffeurs poussaient leurs corps à bout pour maintenir les chars de Patton en mouvement. Mais même cet effort maximal ne suffisait pas à suivre son rythme. Au 20 août, la 3e armée manquait déjà de carburant. Patton ordonna à ses commandants de continuer à avancer jusqu'à ce que les chars tombent, littéralement, en panne sèche. Pour lui, l'élan comptait plus que la prudence. Son pari fonctionnait. Les forces allemandes, en France, se désagrégeaient. Paris était à portée de main. Au-delà de la capitale s'étendaient des plaines ouvertes jusqu'à la frontière allemande. Un commandant de chars de la 4e division blindée écrivit chez lui qu'il pouvait sentir la panique des Allemands en retraite. Les hommes vivaient à l'adrénaline et à la caféine, convaincus qu'ils dormiraient à Berlin avant Noël. La fatigue importait peu. Ce qui comptait, c'était d'en finir. Et puis, Charles de Gaulle intervint. Pendant que les commandants alliés débattaient du sort de Paris, le maréchal Walter Model accomplissait ce qui tenait du miracle. Hitler l'avait envoyé à l'ouest le 17 août, avec pour mission de sauver ce qui restait de l'armée allemande. Model découvrit le chaos. Les unités étaient dispersées à travers toute la France, la chaîne de commandement s'était effondrée et la situation semblait sans espoir. Mais Model remarqua un détail qui lui redonna espoir. L'avance américaine ralentissait, non pas parce que la résistance allemande se renforçait, mais parce que les Américains s'arrêtaient d'eux-mêmes.
le chef d'état-major de Model rapporta que les forces américaines, approchant de Paris, avaient interrompu leur progression. Elles n'attaquaient pas. Elles attendaient quelque chose. Model ordonna une action immédiate, rapatrier toutes les unités survivantes vers l'Allemagne, établir des positions défensives le long de la Moselle, occuper les fortifications de la ligne Siegfried dépouillées de leurs canons lourds et tenues par des effectifs réduits, exploiter chaque jour que les Américains leur laissaient. Les commandants allemands n'en revenaient pas. Une semaine plus tôt, ils fuyaient dans la panique. Désormais, ils avaient le temps de se réorganiser, le temps d'établir de nouvelles lignes défensives, le temps de se préparer à des batailles qui coûteront des dizaines de milliers de vies américaines. Plus tard, le chef des services logistiques de Model témoignera que la semaine comprise entre le 20 et le 27 août sauva les forces allemandes d'une destruction totale. Charles de Gaulle lui attendait ce moment. Depuis 4 longues années, Paris était le symbole de la France. Sa libération déterminerait qui contrôlerait l'avenir du pays. Et de Gaulle était résolu, les forces françaises entreraient les premières dans Paris. Le 21 août, de Gaulle rencontra le commandant suprême, allié Dwight Eisenhower. Son message fut sans détour. Paris devait être libéré par les Français. Ni par les Américains, ni par les Britanniques. Par les Français. Eisenhower expliqua la situation militaire. Patton était en position de couper les routes de fuite allemandes. Les forces américaines pouvaient sécuriser Paris en quelques jours. Il n'y avait aucune raison militaire de retarder l'opération. De Gaulle ne se souciait pas des raisons militaires. Ce qui l'importait, c'était la réalité politique. La France avait été occupée pendant 4 ans. Le peuple français devait voir des soldats français libérer leur capitale. La résistance parisienne s'était déjà soulevée le 19 août. On mourait dans les rues. C'est alors que de Gaulle formula sa menace. Si Eisenhower n'autorisait pas les forces françaises à libérer Paris, il ordonnerait de toute façon à la 2e division blindée française d'entrer dans la ville. Il briserait la chaîne de commandement alliée. Dans tous les cas, l'avance vers l'Allemagne serait stoppée. Eisenhower avait déjà été confronté à ce dilemme, la logique militaire contre la nécessité politique, l'efficacité sur le champ de bataille contre l'unité de la coalition. Il savait ce que Washington attendait de lui: préserver l'alliance, maintenir de Gaulle satisfait. Eisenhower appela Bradley et lui exposa la situation. De Gaulle exigeait que les forces françaises entrent les premières dans Paris. Cela signifiait arrêter l'avance américaine et détourner des ressources pour soutenir la 2e division blindée française. Un autre facteur pesait lourdement à l'intérieur de Paris. Le commandant allemand Dietrich von Choltitz avait reçu de Hitler l'ordre de détruire la ville. Les ponts étaient terminés, les monuments préparés à la démolition. Si l'insurrection se poursuivait sans soutien allié, Hitler voulait réduire Paris en ruine. Bradley protesta. Ses armées étaient sur le point de percer jusqu'en Allemagne. Chaque jour de retard permettait aux Allemands de se regrouper. Paris pouvait être libéré après la victoire finale. Eisenhower savait que Bradley avait raison sur le plan militaire. Mais il connaissait aussi les priorités du président Roosevelt. L'alliance avec la France était essentielle. La coopération de Gaulle serait indispensable pour gouverner une France libérée. Le froisser à ce moment-là créerait des problèmes politiques pendant des mois. Eisenhower prit sa décision. La 2e division blindée française, commandée par le général Philippe Leclerc, libérerait Paris. Les forces américaines soutiendraient l'opération, mais resteraient à l'extérieur de la ville. L'avance vers l'Allemagne serait suspendue pendant au moins 1 semaine. Bradley transmit l'ordre à Patton.
La troisième armée devait arrêter sa progression. Le carburant et les approvisionnements seraient détournés pour soutenir l'opération de Paris. La course vers l'Allemagne était terminée. Patton entra dans une colère noire. Il avait l'élan. Il avait la route ouverte. Et maintenant, on l'arrêtait pour permettre aux forces françaises de défiler à Paris. Le 25 août, les troupes françaises entrèrent dans la capitale. La division de Leclerc descendit les Champs-Élysées. Les foules envahirent les rues. Les cloches des églises sonnèrent dans toute la ville. De Gaulle se tint dans la cathédrale Notre-Dame et déclara la France libérée. Les images firent le tour du monde. La victoire politique était totale. Ce que les photographies ne montrèrent pas, c'était le prix à payer. Tandis que les bouchons de champagne sautaient à Paris, les chars de Patton restaient immobiles sur les routes à l'est de la ville. Le carburant, qui aurait pu conduire la troisième armée jusqu'à la frontière allemande, était consommé à Paris. Le Red Ball Express détourna des milliers de tonnes de ravitaillement pour soutenir l'opération parisienne. Les forces françaises avaient besoin de munitions de nourriture et de carburant. Paris elle-même exigeait 4000 tonnes de ravitaillement par jour, simplement pour maintenir sa population en vie, nourriture, charbon, médicaments. Chaque camion acheminant des fournitures vers Paris était un camion de moins transportant des munitions vers le front. Des témoins racontèrent avoir vu des GI sur la ligne de front. Regarder les camions américains s'éloigner d'eux, repartant vers Paris, chargés de jerrycans d'essence, destinés au défilé. Des hommes qui avaient combattu à travers toute la France restaient assis, dans la boue leurs casques sur les genoux, à polir leurs fusils, tandis que le carburant nécessaire pour finir la guerre était brûlé dans des tours de victoire à plus de 150 kilomètres derrière eux. Les officiers du ravitaillement de Patton en calculèrent le coût. Soutenir la libération de Paris avait consommé suffisamment de carburant pour faire avancer la troisième armée de près de 160 kilomètres supplémentaires vers l'Allemagne. Cela aurait permis aux forces américaines de franchir la Moselle avant que les défenses allemandes ne se solidifient. Mais l'efficacité militaire n'était plus la priorité. Le symbolisme politique l'était, et les Allemands observaient attentivement. Lorsque les chars de Patton se remirent enfin en mouvement le 28 août, la différence fut immédiate. La chasse aux lapins était terminée. À la place de colonnes ennemies en fuite, les avant-gardes américaines se heurtèrent à de véritables murs de tir anti-chars. La Moselle, qui aurait pu être franchie en bateau-ponton une semaine plus tôt, était désormais hérissée d'artillerie. Les officiers du renseignement de la troisième armée signalèrent que des unités qui, une semaine auparavant, fuyaient dans le désordre, combattaient désormais depuis des positions préparées le long de la ligne Siegfried. Cette semaine de pause avait permis aux Allemands de transformer le chaos en une défense organisée. Au début de septembre, la troisième armée fut confrontée à une crise du carburant. Le Red Ball Express ne parvenait plus à suivre la demande après le détournement des ressources vers Paris. Les chars de Patton tombaient en panne sèche, alors même qu'ils approchaient de la frontière allemande. Dans les premiers jours de septembre, Patton reçut l'ordre de suspendre indéfiniment l'avance de la troisième armée. La priorité en carburant était désormais accordée aux opérations du maréchal Bernard Montgomery en Belgique. La course vers l'Allemagne était définitivement terminée. Les forces de Patton se retrouvèrent à environ 160 kilomètres du Rhin, les réservoirs vides. Les Allemands profitèrent du mois de septembre pour garnir la ligne Siegfried de divisions fraîches venues d'Allemagne. L'occasion de mettre fin à la guerre en 1944 s'évanouit. La troisième armée ne reprit de grandes opérations offensives qu'en novembre.
À ce moment-là, les défenses allemandes étaient pleinement en place. La progression facile à travers la France se transforma en une lutte d'usure contre des positions fortifiées. En septembre, l'avance américaine se brisa contre les dents de béton de la ligne Siegfried. Les soldats se retrouvèrent à combattre pour des blocs de béton, contrôlant chaque angle d'approche. Les combats devinrent un véritable hachoir à hommes. Ils coûtèrent des dizaines de milliers de pertes américaines. Des unités qui auraient pu entrer en Allemagne, à pied en août, se battaient désormais pour chaque centaine de mètres de terrain. La guerre qui aurait pu s'achever en 1944 se prolongea jusqu'en 1945. Les généraux allemands, interrogés après la guerre, confirmèrent ce que Patton avait toujours su. La pause, à Paris, avait offert à l'Allemagne la semaine dont elle avait besoin. Le maréchal Rundstedt déclara que sans ce délai, les forces allemandes n'auraient pas eu le temps d'établir leur position défensive. Puis le temps changea. Les journées lumineuses de l'été durant la course, à travers la France, disparurent. Elles laissèrent place aux pluies glacées et à la boue de l'automne, puis aux neiges de l'Ardenne. Les soldats, qui auraient dû être rentrés chez eux, grelottèrent désormais dans des trous individuels, attendant un ennemi qui avait été vaincu 3 mois plus tôt. Le retard à Paris garantissait que la guerre ne se terminerait pas en 1944. Les combats, pour la ligne Siegfried, s'étirèrent tout au long de l'automne. Les forces américaines progressèrent au prix de sacrifices terribles. La victoire rapide, qui semblait certaine en août, se transforma en une campagne d'hiver. Le 16 décembre 1944, l'Allemagne lança l'offensive des Ardennes. Cette attaque utilisa des divisions que Walter Model avait réorganisées durant la semaine cruciale d'août. Elle offrit à Hitler l'hiver dont il avait désespérément besoin. Les pertes américaines dépassèrent 80 000 hommes. De Gaulle obtint sa victoire politique à Paris. Les images de la libération française façonnèrent le récit de l'après-guerre. Eisenhower lui avait préservé l'alliance et des milliers de soldats américains en payèrent le prix pour cette décision politique dans la neige glaciale des Ardennes.